débat de cet après-midi. Merci au CVM de nous accueillir tous autour de cette table ronde sur la prise en charge pluriprofessionnelle de la violence des adolescents. Cette table ronde, elle va être constituée par 3 interventions. Tout d'abord celle de Monsieur Charlet, puis celle de Madame Gedge-Bourdieu et enfin celle de Madame Mufang et son équipe. Voilà. Donc je vais passer la parole à Monsieur Charlet, qui est vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au TGI de Boulogne-sur-Mer, qui est un monsieur qui a un parcours très centré effectivement autour des enfants et de la protection de l'enfance. Enfin, vous vous présenterez mieux que moi, je pense, et du coup qui a aussi comme particularité d'avoir travaillé à l'ONPE pendant 2 ans sur une mission spécifique autour de l'AEMO. Peut-être vous nous en direz quelques mots. Et qui a aussi comme autre particularité extrêmement intéressante d'être effectivement maître de conférence à l'université du littoral de la Côte d'Opale, avec effectivement quelque chose autour de l'histoire des droits, l'histoire des idées politiques, et effectivement ce qui montre aussi dans cette table ronde qui nous est donnée d'animer cet après-midi combien il faut être audacieux, je reprends vos propos, Monsieur Charlet, et aussi audacieux dans les propositions qu'on va pouvoir faire pour prendre en charge ces adolescents victimes de violences et violents eux-mêmes. Je vous passe la parole. Vous avez 1 demi-heure. Je suis gardienne du temps. Merci. Merci beaucoup. Un mot juste pour compléter cette présentation. Je suis juge des enfants donc à Boulogne-sur-Mer depuis maintenant 12 ans à peu près, avec un petit passage effectivement à l'ONED. C'était l'ONED avant d'être l'ONPE, où j'ai exercé donc pendant 2 années. Je fais pas mal de formations continues aussi des professionnels, responsables de l'aide sociale à l'enfance, magistrats qui changent de fonction et qui deviennent juges des enfants, mais aussi des psychologues et des éducateurs spécialisés. Alors, sur la thématique que je vais traiter, les adolescents difficiles devant la justice, devant le juge des enfants, quelques mots introductifs d'abord sur cette idée qu'on aurait affaire à des justiciables un peu particuliers qui seraient des adolescents. Pour le juge des enfants, pour un magistrat, la question de l'adolescence n'existe pas au sens propre du terme. Il a affaire, le juge des enfants, aux mineurs, qui sont pour lui des incapables. Alors, des incapables, c'est pas du tout péjoratif, c'est donc des individus à protéger, incapables du fait de leur minorité et qui ont donc besoin d'être représentés, assistés, protégés, qui ne sont pas à ce titre donc de petits adultes, et c'est vrai que l'adolescent évoque un peu quand même cette idée de petit adulte. Donc le juge des enfants parle pas tellement d'adolescent. Le terme d'adolescent, il parle soit d'enfant, soit de mineur. Il préférera ces termes. En plus, le terme adolescent, quand on parle d'adolescent violent, on pense assez vite quand même à la loi pénale. La violence, pour nous, en tout cas en tant que magistrat, ça renvoie à la question de la loi pénale. Et aujourd'hui, les évolutions politiques sur ce plan font que le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs pour les 16-18 ans, notamment, tend à rapprocher en tout cas leur statut de la majorité, des majeurs. Et il pourrait y avoir une confusion, si vous voulez, quand on parle d'adolescents violents, on pourrait avoir un peu l'impression qu'on nous parle donc de petits adultes qu'on va traiter comme des adultes par la loi pénale, ce qui en fait n'est quand même pas le cas, même si les évolutions législatives tendent à effectivement rapprocher le statut des 16-18 aux majeurs. Il y a une différence qui, à mon avis, est absolument capitale, du fait notamment que c'est le juge des enfants qui intervient, et non pas le tribunal correctionnel. Deuxième petit point, ces adolescents difficiles, pour le juge des enfants, c'est des enfants aussi qui ont été avant, je veux dire, des enfants jeunes, qui ont été également très difficiles. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que
le juge des enfants a très rarement à connaître de ces adolescents à l'adolescence. Il les connaît avant tout comme dans un parcours, comme des enfants qui ont eu un parcours de vie souvent très complexe, et ils ont posé des problèmes aussi très difficiles dans la petite enfance, d'autres types de problèmes, déscolarisation très tôt, encoprésie, énurésie, des troubles des comportements aussi très rapidement. Et j'ai envie de dire, pour le juge, voilà, souvent il y a une continuité. C'est pas à l'adolescence qu'on les connaît, c'est dans l'enfance plus jeune. Ces adolescents aussi, ils ont une particularité pour nous, en tant que juge des enfants. Ces adolescents, ils ont tous, ou presque tous, un vécu extrêmement traumatique, une histoire familiale très difficile, et ils sont tous très marqués par ces traumas, par leur histoire. Et ils en portent les traces, et souvent, donc, les comportements qu'ils mettent en place sont des comportements évidemment liés à cette histoire, vous le savez, mais je veux dire, la justice des mineurs est fondée sur cette idée qu'on n'intervient pas à un moment X parce qu'il y a de la violence, on intervient parce que cette violence vient s'originer dans une histoire complexe, dans des traumatismes, et c'est ça qu'on va venir finalement traiter, ou en tout cas c'est là où on va venir intervenir. Pas spécifiquement finalement sur la violence, y compris en délinquance. On pourrait penser qu'en délinquance, on vient poser une décision à un acte posé, c'est plus compliqué. On fait des bilans éducatifs, on vient se pencher sur l'histoire, on vient essayer de régler les problèmes lourds de l'histoire, évidemment en délinquance. Alors, dernier point, dernière remarque sur cet intitulé « Les adolescents difficiles ». En réfléchissant à cette intervention, je me suis dit finalement, c'est vrai qu'ils sont difficiles, ces adolescents violents, mais plutôt que de parler d'adolescents difficiles, je me dis que c'est les suivis qui sont difficiles avec ces jeunes, certes, ils posent des problèmes de comportement, mais en tant que professionnel, on a beaucoup de mal à exercer des suivis avec eux. Ils mettent en difficulté les institutions, ils mettent en échec les suivis, et la difficulté, à mon sens, réside plus là, dans la difficulté pour nous à assurer notre mission que dans les difficultés que eux mettent en place. Alors, dans quelle hypothèse le juge des enfants est amené donc à rencontrer ces adolescents difficiles, ces adolescents violents ? Deux hypothèses ou deux cadres, l'assistance éducative et la délinquance. En délinquance, une particularité, le juge des enfants est saisi par le procureur de la République de façon systématique, alors qu'en assistance éducative, il est saisi 8 fois sur 10 à peu près par le procureur, mais il peut aussi être saisi par la famille, les parents, le mineur. Il peut être saisi par un gardien aussi de fait, ou un gardien de droit. Un tuteur, par exemple, pourquoi pas, on pourrait imaginer ça. Alors, je relève cette différence parce que, avec les adolescents violents, on a souvent cette question qui nous est posée par les professionnels, mais pourquoi vous le punissez pas ? Pourquoi vous intervenez pas ? Là maintenant, il faut qu'il soit confronté à la loi, il faut qu'il soit placé en garde à vue, il faut qu'il soit sanctionné. Bon, ça n'est évidemment possible que si le juge des enfants est saisi, que s'il y a des procédures, et le temps judiciaire n'est pas forcément le temps éducatif. Le jeune peut commettre un certain nombre d'actes de délinquance et ne pas se retrouver tout de suite devant le juge des enfants pour en répondre. Donc le juge ne va pas forcément toujours pouvoir répondre à cette demande, en tout cas de réponse sur le plan pénal, tant qu'il n'est pas saisi par le procureur de la République pour ces faits de délinquance. Et c'est à la fois très intéressant parce que on est tenté en tant que professionnel de vouloir apporter une réponse comme ça immédiate à l'acte posé, et en même temps, on voit bien là qu'il y a une structure. L'acte posé, l'acte de délinquance posé, peut pas appeler une réponse immédiate. Il faut qu'il y ait une enquête, il faut qu'il y ait une décision du procureur de la République de poursuite. Ça peut être une décision d'alternative aux poursuites aussi.
La décision n'est pas rendue par un seul magistrat, mais par 2 magistrats, procureur, juge des enfants. On voit bien qu'il y a tout un parcours finalement, et on n'est pas dans le passage à l'acte, dans la réponse immédiate à l'acte posé. Mais évidemment, ça limite un peu aussi le juge des enfants dans ses possibilités de réponse quand il n'a que l'assistance éducative. Alors, quand le juge des enfants intervient dans les 2 domaines, et c'est le cas le plus souvent pour les jeunes très difficiles, les jeunes violents, c'est très souvent le cas. Normalement, dans la plupart des situations, le juge des enfants connaît ces situations depuis très longtemps en assistance éducative. Parfois, il maintient un suivi en même temps que le suivi pénal. Et quand il peut le faire, ça lui permet évidemment de choisir les mesures appropriées, de passer par exemple d'un placement pénal à un placement civil ou d'un placement civil à un placement pénal en fonction de ce qui lui paraît le plus opportun. Mais c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible parce qu'il faut qu'il soit saisi dans les 2 cadres, sachant quand même que les mineurs qui réitèrent beaucoup des infractions pénales sont à 95% des situations connues du juge des enfants antérieurement en assistance éducative. Quel est l'objectif alors de cette intervention en assistance éducative, en délinquance? Finalement, quel but poursuit le juge des enfants avec ces adolescents difficiles, ces adolescents violents? Il me semble que c'est le même objectif, c'est le même but qui est poursuivi. On a souvent tendance un peu à opposer la protection de l'enfance et la délinquance. En fait, c'est très artificiel. La loi assigne le même objectif. On n'est pas dans le même cadre, mais c'est le même objectif qui est, par des voies différentes, même objectif qui est donné au juge des enfants. C'est de faire de ce jeune, de cet enfant, un adulte responsable, de lui donner toutes les chances de s'insérer dans la société, de lui permettre d'acquérir les valeurs essentielles de la vie en société, le respect de la loi, le respect d'autrui, le respect de soi aussi. Et les suivis éducatifs, dans un cadre civil comme dans un cadre pénal, vont avoir ce même objectif. Alors, dans un cadre pénal, ça paraît un peu peut-être plus complexe à comprendre, puisqu'on se dit, a priori, quand même, on est là pour confronter le jeune à la loi, à la sanction. C'est pas si juste. Dans le cadre pénal, le législateur priorise les mesures éducatives aux mesures répressives, ce qui ne veut pas dire non plus qu'on n'arrive pas aux mesures répressives, mais en tout cas, la priorité est donnée à l'éducatif. Et donc, dans le cadre pénal, l'objectif du juge est bien de construire quelque chose pour le jeune et de faire en sorte qu'il y arrive, qu'il s'en sorte dans l'existence. Alors, une fois qu'on voit donc que l'objectif du juge, l'objectif qu'il poursuit est le même dans le cadre de l'assistance éducative que dans le cadre pénal, on peut se demander comment finalement le juge peut intervenir pour atteindre cet objectif. Il me semble que d'abord, il y a un certain nombre d'écueils dans lesquels il faut que le juge ne bascule pas. Le premier écueil, c'est celui de l'impuissance ou celui de l'inaction. C'est finalement le juge des enfants qui constate que toutes les mesures qu'il prend ne permettent pas de résoudre la situation, puisque le jeune met à bas les suivis et les décisions prises. Il fugue, il continue de se mettre en danger. Quand le juge le sanctionne par rapport au fait de délinquance, de violence par exemple, eh bien, le jour même ou le lendemain, d'autres actes de délinquance sont commis. Quand le jeune s'engage à aller dans un foyer, il en fugue tout de suite. Quand le jeune intègre un foyer, il s'est engagé à respecter les règles du foyer, il se révèle violent immédiatement. Et donc il y a un sentiment, c'est vrai chez le magistrat, un peu comme chez les professionnels, je pense, il peut y avoir un sentiment d'épuisement, d'impuissance et de pas trop savoir finalement comment faire. Le risque à ce moment-là pour le juge des enfants, c'est de ne plus donner de direction,
c'est de ne plus être moteur, c'est de ne plus être un acteur finalement du suivi et de laisser par exemple perdurer un placement qui n'a plus de sens, par exemple. Le deuxième risque, le deuxième écueil, c'est l'escalade dans les mesures qui vont être prononcées. Une escalade, notamment en matière pénale, on va être de plus en plus répressif. C'est-à-dire, à un acte posé, une réponse. À cette réponse, le jeune pose un autre acte, une deuxième réponse un peu plus sévère. Alors, je donne un exemple. Il fugue d'un foyer en assistance éducative, on n'arrive pas à remettre la main dessus, il se met en danger, il commet des actes de délinquance, il est placé dans un foyer en délinquance, il en fugue, à nouveau des actes de violence, on va le placer dans un foyer plus coercitif, ensuite il va être placé sous contrôle judiciaire avec des obligations, il violera ses obligations, donc on l'incarcérera en détention provisoire, il sortira de détention provisoire, on construira un projet avec lui, mais il recommettra des actes de délinquance, on l'incarcérera en exécution de peine, etc., etc., et toujours plus, toujours plus. Il me semble que cette logique-là, qui paraît parfois logique pour les magistrats, c'est-à-dire que les magistrats eux-mêmes vont dire aux professionnels mais c'est la loi qui le dit, il y a eu une transgression et donc il doit y avoir une réponse. Il me semble que c'est pas la logique que le juge des enfants doit avoir. Le juge des enfants s'inscrit dans la construction d'un parcours et c'est à lui de décider quand il doit monter, grimper dans l'échelle des mesures coercitives, dans l'échelle des mesures répressives éventuellement. Et il n'y a pas d'automaticité, je veux dire, de la réponse. C'est pas parce que le jeune a fugué et qu'il est sous contrôle judiciaire que le juge a l'obligation, par exemple, de l'incarcérer. Il l'incarcère, il révoque le contrôle judiciaire quand il l'entend, quand il estime que c'est peut-être le bon moment. Quels sont alors les outils dont le juge dispose? Il en dispose d'un nombre important, des suivis éducatifs, des placements, d'assistance éducative en délinquance, des mesures plus orientées sur l'insertion, des mesures plus orientées sur la compréhension des difficultés dans la famille. Donc il a des outils nombreux. Et je parle d'outils parce que je repense à Laurence Bellon qui dirige actuellement le tribunal pour enfants de Lyon, qui était avant à Lille, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle L'atelier du juge. Des outils parce que le juge est vraiment comme un artisan, c'est-à-dire qu'il construit quelque chose. Il va construire quelque chose avec le jeune et il va construire dès la petite enfance, parce que avec ces jeunes, il est souvent saisi, il intervient dès la petite enfance. Il va construire un parcours qui doit être cohérent dans le suivi, à la fois en assistance éducative et en délinquance. Et c'est le seul professionnel qui est garant de cette cohérence et de cette continuité. Il n'y en a pas d'autres, finalement. Garant de cette cohérence dans la prise en charge entre l'assistance éducative et la délinquance. Alors, une fois que donc j'ai les deux écueils dans lesquels donc peut-être ne pas tomber, c'est cette inaction, cette impuissance, et puis l'autre écueil, ce serait cette escalade, et donc le juge a tous ces outils à sa disposition pour justement ne pas tomber dans ces écueils. Comment finalement, une fois qu'on a vu les écueils dans lesquels le juge ne doit pas tomber, je me suis posé la question, quels sont finalement les principes un peu communément admis par les magistrats et aussi par les professionnels avec qui ils travaillent, qui lui permettent ces principes de conduire son action avec ces jeunes particulièrement difficiles. Alors ces principes, il me semble, ils sont assez simples. C'est l'engagement personnel, l'implication du professionnel, du juge des enfants. Le juge des enfants, sur ces situations difficiles, sur ces situations d'adolescents difficiles, doit être particulièrement impliqué. C'est parfois son implication, plus que les décisions qu'il prend,
qui va avoir un impact sur le jeune. Hein. Je me souviens d'un jeune que j'ai rencontré des années après le suivi, qui me disait finalement, vous savez, ce qui m'a sorti d'affaire, c'est de sentir que vous aviez envie que je m'en sorte. Hein. C'est le temps que vous m'avez accordé, c'est l'écoute que vous m'avez accordée, c'est le respect que vous avez eu vis-à-vis de moi, c'est l'énergie que vous avez déployée, hein, et alors que je mettais tout par terre. Hein. Et je crois que cet engagement, cette implication pour les professionnels, les éducateurs, les psychologues, les psychiatres, mais aussi pour le juge des enfants, il est absolument central. Hein. L'intervention pluridisciplinaire, évidemment, aussi, sur ces situations, c'est évident. Le juge peut absolument rien tout seul. Il travaille avec les services éducatifs, il travaille avec la pédopsychiatrie, il travaille avec les pédiatres, il travaille avec les professionnels qui vont finalement accompagner le jeune avec l'éducation nationale. Et sur ces situations, il est absolument indispensable de jeunes violents. Il est impensable de penser que la PJJ va régler le problème, que le suivi en délinquance va régler le problème. C'est pas vrai. Ça marche pas. La difficulté ne peut être réglée que s'il y a un vrai travail pluridisciplinaire et que si les institutions arrivent à se parler. Alors, c'est pas que pluridisciplinaire. Il faut qu'il y ait un partenariat qui s'instaure. Il faut que les institutions soient capables de se rencontrer dans des lieux institutionnels, dans des réunions institutionnelles, pour parler de ces situations, pour aussi se connaître, pour mettre en place des protocoles. Je pense que c'est vraiment très très important. On a fait ça, nous, sur notre secteur, et ça fonctionne bien. Autre principe, à mon avis, important, un peu plus compliqué, peut-être, disons... il me semble qu'il faut qu'il y ait du partenariat, il faut qu'il y ait de la pluridisciplinarité, mais il faut aussi que chacun reste dans son domaine d'action. Il faut aussi que chacun reste dans sa légitimité propre, et il ne faut pas que l'éducateur joue un rôle de psychologue, il ne faut pas que le juge se mette à devenir éducateur, ou le psychiatre prenne un rôle de magistrat. Ça arrive aussi, hein, dans une implication telle qu'on veut finalement, on sort un peu de sa fonction et de son champ propre. Il me semble que c'est vraiment une difficulté parce que c'est des suivis qui nous mettent à l'épreuve par rapport à ça, qui nous font sortir de notre champ. Le jeune nous fait sortir finalement, parce qu'il nous met en échec en permanence, il nous amène à sortir un peu de notre champ de compétences. Alors pour le juge des enfants, ça c'est très compliqué. C'est vraiment très très compliqué sur ce terrain. Pourquoi ? Parce que le juge a des compétences, a des droits, des pouvoirs, des possibilités d'intervention presque pas infinies, mais inouïes quand même. Il peut prendre des décisions dans l'urgence sans convoquer. Il peut prendre des décisions à la fois, s'autosaisir en assistance éducative, suspendre un droit de visite sans audience, quitte à faire une audience après. Enfin, je veux dire, il a des possibilités infinies qui, évidemment, l'amènent dans un risque de toute puissance dans l'intervention. Et comme ces jeunes mettent tout le temps le juge dans l'urgence, le risque, c'est que le juge, finalement, déborde, hein, et se mette à ne plus être magistrat, rendre des décisions sans audience, par exemple. Ne plus convoquer. L'audience ne sert plus à rien, puisqu'à chaque fois qu'on fait une audience, tout de suite après, le jeune met à bas, met en échec ce qui a été décidé. L'audience ne sert à rien, parce que dans l'audience, le jeune va insulter le juge, les parents vont insulter le juge, ça ressemble plus à une audience, donc on fait plus vraiment d'audience. Et je crois vraiment, avec ces jeunes, qu'au contraire, le magistrat doit revenir sur son cœur de métier, c'est-à-dire respecter le temps judiciaire. On n'agit pas dans l'urgence, on respecte scrupuleusement la procédure, on donne la parole aux jeunes, même si on a l'impression qu'il ne va pas nous dire des choses intéressantes et qu'il est souvent dans la provocation. On essaye d'en faire un acteur, hein, du suivi. Qu'est-ce que toi tu en penses ? Comment tu vois les choses ? Est-ce que tu as une idée, hein ? Est-ce que tu vois une solution, hein ? La loi nous l'impose. La loi nous impose de demander aux jeunes son point de vue, mais c'est avec ces jeunes violents qu'on le fait le moins. Et il me semble que c'est dommage. C'est dommage parce que c'est justement le respect des règles de procédure, le respect du cadre judiciaire, le respect de la loi
qui vient s'opposer à une sorte de, finalement, cette toute-puissance des pulsions chez ce jeune qui est souvent agité par ses pulsions. Et nous, en tant que magistrats, on va opposer un cadre, on va opposer quelque chose qui est justement ritualisé, formalisé, et qui est en totale contradiction avec sa façon d'agir. Alors souvent, ils sont sidérés, les jeunes en audience, par ce rituel, la façon dont on distribue la parole. Ils veulent prendre la parole de façon impulsive. On leur dit non, mais on va t'entendre, mais tu prendras la parole quand on te la donnera. Voilà. Et je pense que ça, c'est vraiment très structurant. Alors, je voudrais juste terminer par une dernière idée dans mon propos. Il me semble que finalement, il y a, pour le juge des enfants, c'est vraiment les dernières choses que je voudrais dire, il y a deux voies possibles d'action, d'intervention ou de stratégie, on va dire, avec ces jeunes violents. La première stratégie, c'est de suivre le jeune. Alors je reprends une distinction qu'avait fait Édouard Durand dans une intervention, dans un colloque dans lequel j'étais intervenu aussi, et je trouve que c'est très pertinent, sa distinction. Il dit suivre le jeune ou arrêter le jeune. Alors, suivre le jeune, c'est pas tout à fait être derrière et ne rien faire, et dans le sens où le jeune donnerait le ton, donnerait la direction, mais c'est accepter la limite, notre limite de magistrat, c'est-à-dire que le juge ne va pas pouvoir tout décider. Si le jeune est dans des conduites suicidaires, ce n'est pas parce que le juge a décidé que ce n'était pas possible, qu'il fallait l'hospitaliser en psychiatrie, par exemple, que les conduites suicidaires vont s'arrêter. Si le jeune est dans de la violence, ce n'est pas parce que le magistrat va le sanctionner que ça va s'arrêter. Et le fait, dans la prise de décision, que le magistrat vienne signifier aux jeunes qu'il sait ses difficultés, qu'il les accepte comme un fait accompli, que par exemple il accepte les fugues. Il en prend acte. Moi, en tant que magistrat, je prononce le placement, mais je sais qu'il y aura des fugues, ou en tout cas, je constate qu'il y en a. Je les déplore, mais je constate qu'il y a des fugues. Et le fait de ne pas toujours lutter contre ça, vous voyez, de ne pas être tout le temps, il me semble que ça a un effet intéressant sur ces jeunes. Alors, comme un exemple comme ça qui me vient, je me souviens d'une jeune fille qui était dans un risque vital. Elle avait une opération du cœur qu'elle devait subir dans les 2 ou 3 années à venir. Les médecins étaient très inquiets, disaient que, disons, dans les 24 mois, si elle n'était pas opérée, elle serait paralysée et que la mort interviendrait probablement dans les 3-4 ans. Elle était inscrite dans l'errance. Elle multipliait les mises en danger, actes sexuels multiples, non protégés. Elle avait été à un moment donné en septicémie à l'hôpital. Elle avait arraché toutes ses perfusions et elle était sortie dans la rue comme ça, en chemise. Elle était pupille de l'État et l'aide sociale à l'enfance m'avait saisi comme un tuteur, saisit le juge des enfants, comme un parent qui dit au juge, voilà, je suis en difficulté, j'y arrive plus. Eh bien, l'aide sociale à l'enfance m'avait saisi pour que j'intervienne. Et j'avais mis en place pour cette jeune fille des suivis éducatifs qui se révélaient assez inefficaces, et puis des suivis aussi en délinquance. Et c'est finalement en délinquance qu'on a réussi avec cette jeune à construire quelque chose. À partir du moment, ce qui a fait déclic, c'est le choix que j'ai fait à un moment donné de demander à l'aide sociale à l'enfance, alors que l'aide sociale à l'enfance était responsable de cette jeune. J'ai demandé à l'aide sociale à l'enfance qu'on ne lui trouve plus de lieu d'accueil. J'ai demandé à l'aide sociale à l'enfance qu'on arrête de lui trouver un lieu d'accueil. Et l'aide sociale à l'enfance a joué le jeu. Et c'est juste à partir de ce moment que le lien a pu se créer avec l'éducateur. Tout doucement, elle a accepté de reprendre son traitement médical. Elle était vraiment dans l'errance, mais progressivement, elle a réussi à reconstruire quelque chose. Et par cette prise en charge complètement atypique, on a réussi à la sortir d'affaire. Aujourd'hui, c'est une jeune fille qui va bien. Elle a été opérée juste à temps. Donc c'était une prise de risque, c'était une décision audacieuse. On en avait parlé un peu pour préparer
intervention, de la nécessité de l'audace du juge parfois, et en même temps, voilà, c'est son devoir, et il doit emmener les équipes après qui interviennent là-dedans. Il en porte la responsabilité, mais s'il ne porte pas cette responsabilité, les équipes, à mon sens, peuvent difficilement le faire. Un autre petit exemple, une jeune fille qui était suivie en assistance éducative depuis la petite enfance, puis aussi en délinquance. C'était une furie, cette jeune fille, qui était extrêmement attachante en même temps. Elle avait mis en échec tous les placements, de plus en plus violemment. Il y avait une particularité, c'était qu'elle, d'abord, elle était très intelligente, très brillante, mais alors elle se faisait beaucoup de mal, toxicomanie, alcool, donc fugue. Elle emmenait tout le monde en fugue, notamment dans les foyers. Alors c'était quand même compliqué. Dans un centre éducatif renforcé, notamment, elle avait réussi à emmener le groupe entier. Ils étaient en dégagement dans le sud de la France et ils avaient tous pris le train. Donc le chef de service a démissionné après. Et donc extrêmement compliqué surtout. Et puis elle cassait beaucoup de matériel. Dans tous les foyers où elle passait, elle cassait tout. Donc en assistance éducative, les foyers n'en voulaient plus. L'aide sociale à l'enfance était à bout. On était passé à la délinquance. C'était pareil, ça fonctionnait pas. Et je me souviens de cette audience. J'en ai un souvenir... vraiment comme un moment marquant pour moi. Je m'étais préparé, donc c'était pas un moment de passage à l'acte comme ça à l'audience, c'était vraiment... J'ai levé le placement alors qu'elle avait aucune solution d'accueil. Alors autant la jeune fille d'avant ne voulait absolument plus être accueillie, elle voulait absolument être accueillie, mais à chaque fois qu'elle était accueillie, elle cassait tout. Mais elle voulait absolument être accueillie parce qu'elle avait aucune solution. Et c'était l'hiver, il faisait très froid. Et donc, je lui ai expliqué en audience que c'était terminé, je n'avais plus de solution. Mais qu'on continuait avec elle, on l'accompagnait. Mais en tout cas, plus de placement et probablement plus non plus dans l'avenir, sauf si vraiment on avait des changements, mais a priori, plus de placement. Donc là, il y a eu un passage à l'acte de sa part à l'audience. Elle a tout cassé dans la salle d'attente. Il a fallu la maîtriser, elle voulait se battre avec moi, bon bref, elle a été placée en garde à vue. Et cette décision a fait déclic aussi, c'est aussi cette décision et ce qui avait été fait avant, mais c'est cette décision qui a complètement permis à cette jeune fille de transformer complètement son parcours. À partir de cette décision, j'en ai quasiment plus entendu parler. Elle est retournée au lycée. Alors pourquoi ? Elle a été accueillie par une sœur en fait, donc j'ai pas su, les premiers jours je savais pas où elle était. Et quelques jours après, on m'a informé qu'une grande sœur l'avait accueillie, qui travaillait. Et cette sœur lui a dit, tu sais, moi, je peux pas gérer tes histoires de prise de toxiques, tout ça. Il va falloir que tu te gères toute seule. Tu peux pas être violente comme ça à la maison. Et donc, par la force des choses, elle a réussi, en tout cas, à dépasser sa problématique. Et elle s'en est sortie. Elle est éducatrice spécialisée aujourd'hui. Dernier point, dernière stratégie... ça m'a fait très plaisir quand j'ai su qu'elle était éducatrice spécialisée. Dernière stratégie, c'est celle d'arrêter le jeune, évidemment. Parfois, le juge des enfants est amené à poser cette limite extrême, mais alors qui n'est pas forcément l'incarcération, qui peut être aussi une sorte de limite symbolique ou une menace, on va dire, de limite. Ça fonctionne aussi très très bien comme ça. Je repense à un jeune, par exemple, qui frappait sa mère, qui était très très violent avec sa mère, que j'ai placé sous contrôle judiciaire. Ça a marché avec lui, mais bon, ça ne marche pas à tous les coups. Mais avec lui, ça a fonctionné. Et j'en avais fait beaucoup en audience, voilà, dans quelque chose de très solennel, très ritualisé. Et en lui disant vraiment, lui expliquant, tu es placé sous contrôle judiciaire, tu as des obligations, et notamment l'interdiction absolue d'entrer en contact avec ta mère par tout moyen. Téléphone, Internet, rencontres, visites, tout c'est absolument interdit. Si jamais on apprend que tu rentres en contact avec ta mère, tu seras incarcéré. Et puis, il y a eu un placement immédiat qui s'est fait à l'audience. Donc, quelque chose d'assez violent. Et il a très mal supporté, évidemment. Donc, là aussi, l'audience avait été compliquée. Mais finalement,
il a supporté cette mise à distance, il a supporté cet arrêt, hein, et c'est ça qui lui a permis de prendre de la distance avec sa mère et de plus être dans la violence. Alors il y a eu tout un travail éducatif autour, hein, sur l'histoire familiale, tout un travail avec lui évidemment, mais en tout cas cette décision a vraiment fait limite pour lui, elle a eu du sens et elle l'a arrêté. Je repense à une autre situation d'une jeune en très grande souffrance, marginale, dans la violence également, vraiment très très complexe, incasable, tout ça. Une mère condamnée 2 fois pour des faits de violence avec arme sur elle et sur ses sœurs. Et cette jeune fille s'en est sortie, c'est la seule de la fratrie qui s'en est sortie d'ailleurs. Dans la salle, vous avez une avocate du barreau de Boulogne qui peut-être connaît, de Boulogne-sur-Mer, où je suis juge des enfants, qui peut-être connaît cette situation, parce que c'est une situation qui nous a pris un temps infini, cette famille. C'est la seule qui s'en est sortie. Elle a été condamnée à un moment donné à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve. Et le risque d'incarcération a suffi. C'est-à-dire qu'on n'a pas été jusqu'à l'incarcération, mais entre juges des enfants, on a fait le choix de se dessaisir. Le juge qui avait le suivi en assistance éducative a dit « moi j'arrête ». Et c'est mon collègue qui va continuer le suivi en délinquance. Le collègue, c'était moi. Et je l'ai suivi en délinquance. Je l'ai condamné très rapidement au tribunal pour enfants, dans quelque chose qui était donc assez solennel. Et cette condamnation, avec cette peine lourde qui était prononcée, ce risque d'incarcération, a fait limite, et c'est pareil. On a eu un parcours complètement différent à partir de ce moment-là, à partir du moment où l'incarcération était risquée. Et puis parfois, évidemment, c'est la prison qui fait limite, qui peut fonctionner, qui peut avoir une vertu éducative, même si on ne met pas en prison dans un but éducatif. La prison peut tout à fait avoir une vertu éducative. Elle permet aux jeunes de penser, hein, de s'arrêter. Elle permet aux jeunes de se remettre, en tout cas en mouvement, par rapport à la pensée. Et je repense à un jeune que je suis actuellement, qui est actuellement en prison, et qui, pour la première fois, un jeune vraiment très très violent, qui a beaucoup de potentiel en même temps, mais qui est vraiment dans l'agir en permanence. Depuis qu'il est en prison, il se met à écrire. Il écrit des courriers, il fait des demandes et il commence à se projeter dans l'avenir. Voilà. Donc on verra ce que ça donnera pour ce jeune, mais en tout cas, j'espère qu'il s'en sortira. Voilà, je vous remercie.